Et c'est le second débat de la soirée, un débat auquel vous pouvez toujours participer évidemment via les réseaux sociaux. C'est une journée à haut risque pour la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, ses partenaires de la coalition, les centristes. Le parti du mouvement démocratique brésilien pourrait la lâcher. Une nouvelle procédure de destitution pourrait être lancée contre elle. La présidente du Brésil qui est accusée d'avoir maquillé les comptes publics, d'avoir nommé Lula au poste de Premier ministre, en tout cas l'équivalent, alors que l'ancien président brésilien est poursuivi par la justice dans le cadre du scandale de corruption Petrobras. À cette crise politique s'ajoute une crise économique. Le Brésil risque-t-il l'implosion? Y a-t-il une tentative de coup d'État institutionnel? Eh bien voilà les questions que nous allons poser à nos invités. À vous, André Neto, bonsoir. Vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien brésilien, et j'espère que je le prononcerai bien, au Estado de São Paulo. Pierre Salama, bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, spécialiste de l'Amérique latine, auteur des pays toujours émergents. En tout cas, vous posez la question et c'est à la documentation française. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter un autre acteur de cette crise politique, Lula. Alors, on me dit qu'on n'a pas l'ancien président brésilien, c'est pas grave. Cette question ce soir, André Neto, est-ce que les centristes vont lâcher Dilma Rousseff ? C'est très probable, je dirais, mais dans le sens institutionnel. Il va falloir quelques jours encore pour comprendre combien de leaders politiques, de ministres vont quitter le gouvernement dans les jours qui viennent. Je vous rappelle qu'il y a 7 ministres de ce parti centriste. La direction du parti est en main du vice-président Michel Temer. Lui, il a déjà indiqué qu'il est favorable que le parti quitte le gouvernement, mais il faut bien comprendre que ces partis-là, il a une particularité, c'est une sorte de fédération de partis qui est gérée, disons, par des leaders régionaux qui peuvent avoir un poids, disons, dans la décision finale de quitter ou non le gouvernement. Donc, à voir. Il y a encore quelques heures de tension pour Dilma Rousseff. Pierre Salama, vous pensez que c'est la fin de Dilma Rousseff ou c'est allé trop vite en besogne? La fin de Dilma Rousseff, c'est difficile à dire. Ça dépend ce qu'on entend exactement. Mais la fin politique. Ce que je crois, c'est que la venue de Lula, c'est déjà la fin de Dilma Rousseff. Et qu'effectivement, s'ouvre une fenêtre aujourd'hui où derrière Dilma pourrait effectivement gérer Lula. Lula gérant en gros le gouvernement dans sa totalité, quasi la présidence. Ça, c'est la possibilité, oui. Et c'est le cours, ce sont les négociations. Les négociations avec Temer, le président du PMDB, tout récemment, sont, disons, assez nettes de ce point de vue. Le PMDB, pour l'instant... Lula qui prendra le relais, donc, de Dilma Rousseff. Officieusement. Et c'est lui qui mène les discussions de toute manière. Et c'est vrai que Dilma Rousseff, dans ce contexte difficile, n'a pas su ou n'a pas voulu, disons, faire des synthèses qu'il fallait chercher à faire. Elle ne l'a pas fait, elle n'a peut-être pas la capacité. Lula, là. Et là, aujourd'hui, ce qu'on est en droit de se penser, c'est peut-être qu'effectivement, il y a une sortie par Lula, étant le Premier ministre de fait, mais derrière, quasi président de la République. Alors, il y a l'autre scénario aussi, c'est-à-dire pas du coup d'État institutionnel, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais l'autre scénario possible, c'est que le vice-président, et donc qui est le président du parti centriste, prenne le relais de Dilma Rousseff. Assure en tout cas l'intérim jusqu'à 2018. On peut imaginer qu'il ait peut-être ça en tête, André Neto ? Ça, c'est un des scénarios qui est le plus envisageable, je dirais. Si la procédure d'impeachment, comme on appelle, c'est-à-dire la procédure de destitution de Dilma Rousseff, aboutit dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, je dirais, le vice-président Michel Temer serait la personne qui se chargerait d'assurer le relais et d'être le chef d'État. Mais la procédure n'est pas évidente non plus. Il faut avoir 75% de voix au Parlement, ce qui n'est pas évident. Et ça, vous y croyez pas trop, Pierre Salama? En tout cas, si c'est le cas, s'il y a une procédure de destitution qui est engagée contre elle, est-ce que là, on peut parler d'une volonté de coup d'État institutionnel? Il faut parler de la corruption d'une certaine manière. L'impeachment n'a rien à voir avec la corruption jusqu'à maintenant. L'impeachment n'a rien à voir avec la corruption, c'est des histoires de... maquillage de compte public. Maquillage plus ou moins du budget. Chose qui se faisait de toute manière par tous. Donc on est dans une situation un petit peu paradoxale. On est dans une situation vraiment très très paradoxale. Il y a, à mon sens, une utilisation de la corruption de la part de l'opposition pour, disons,
ôter, pour pousser Dilma Rousseff hors du pouvoir. Ça, je crois que c'est assez évident. Il y a, et c'est malheureux pour un jeune pays comme le Brésil qui est jeune en démocratie, il y a aussi également de la part d'un certain juge qui s'appelle Moro, comment on appelle ça, un certain plaisir presque sadique à travailler avec l'opposition et à donner un peu trop d'informations. En France, sans vouloir dire quoi que ce soit, mais un juge qui écouterait Hollande et qui mettrait tout de suite cela dans les journaux irait en prison. Il serait destitué, le juge. En France, au Brésil, ça ne s'est pas fait. Donc il y a quand même quelque chose qui est un peu bizarre. On sent bien qu'il y a quand même une affaire qui est un peu bizarre. Par ailleurs, il faut ajouter une chose, c'est que malheureusement... Le juge Moro, c'est celui qui poursuit aussi notamment Lula. Hein, qui mène, notamment. Oui, et qui mène aussi toute l'affaire de la Petrobras, ce qu'on appelle là-bas Lava Jato. Mais il y a une chose aussi qui est très intéressante, c'est que malheureusement, le personnel politique est passablement corrompu, qu'il soit Parti des travailleurs, PMDB ou PSDB. Et ça, c'est une histoire quand même grave. Celui qui a lancé l'impeachment, c'est le président du Parlement. À l'heure actuelle, on essaye de le retirer du Parlement parce qu'il y a des affaires de corruption en ce qui le concerne. Pour ce qui concerne Temer, il y a des affaires de corruption qui sont derrière aussi également. Et donc, c'est quand même paradoxal de vouloir remplacer Dilma Rousseff sur des motifs de non-corruption, mais à cause de la corruption, pour le remplacer par quelqu'un qui serait corrompu. On arrive dans une situation de crise institutionnelle, c'est quelque chose de très grave. D'un point de vue strictement économique, le problème est que Temer n'a pas, mis à part José Serra, qui est du PSDB, n'a pas de plan économique cohérent, et il n'a surtout pas, pour l'instant, de majorité pour pouvoir le mettre en place. Ce qui est le cas d'ailleurs aussi de Dilma Rousseff jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle a changé de politique pas mal depuis 1 an et demi. Je voudrais qu'on s'arrête, André Nieto, quand même sur ce juge Moro dont on parle beaucoup. Hein. D'ailleurs, on a vu beaucoup de portraits de lui dans la presse française. Alors certains disent de lui que c'est un héros, au contraire, parce que justement, il lutte contre la corruption. D'ailleurs, il a proposé un deal avec les chefs d'entreprise. Il a dit, en gros, vous vous mettez à table, vous signez des aveux et vous avez des remises de peine, et d'autres au contraire disent qu'aujourd'hui ils cherchent à se faire de la publicité à tout prix et sur le dos aussi finalement de cet État brésilien. Quel est votre point de vue? C'est une personnalité, je dirais même politique aujourd'hui, mais c'est surtout un juge qui a eu l'opportunité, si vous voulez, d'enquêter sur une très grosse affaire de corruption. Le scandale Petrobras ne serait public aujourd'hui. Si on peut voir les images du juge Moro, ça serait bien, merci. Sans ces juges-là, je trouve qu'il a quand même le mérite d'avoir touché à de gens très importants dans la République, de chefs d'entreprise extrêmement puissantes. Je suis d'accord dans le sens que c'est une personnalité polémique qui a un rôle politique aujourd'hui qui va au-delà de sa tâche de juge, de simple juge de premier degré au Brésil. Mais je me pose des questions encore. Je trouve que c'est plutôt énigmatique comme personnage que quelqu'un criminel, si vous voulez, ou trop attaché à une position politique. Je trouve que c'est quelqu'un qui a vraiment qui a géré aujourd'hui cette affaire, notamment de Lula et de Dilma Rousseff, la conversation téléphonique, d'une mauvaise façon. Ça lui a coûté cher. Les reproches sont aujourd'hui ouvertement faites dans le milieu politique brésilien. Mais je trouve que l'enquête en soi, elle doit être préservée quand même parce que c'est un pas vers l'ouverture et la transparence de l'État brésilien. Donc, à voir. Pierre Salabas, il n'y a pas une erreur quand même de la part de Dilma Rousseff quand même de nommer Lula au poste de Premier ministre alors qu'il était quand même inquiété par la justice? Personnellement, je pense qu'elle aurait dû le nommer bien avant même qu'il y ait cette affaire du Lava Jato, de la corruption. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle était devant une situation économique extrêmement difficile, une situation politique extrêmement difficile, et qu'il lui fallait quelqu'un qui ait la capacité de gérer ces affaires-là, et elle, malheureusement, je pense, ne l'avait pas. Et je regrette et pourtant je ne suis pas un louliste, je regrette qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt. Alors c'est vrai qu'elle le protège, mais elle ne le protège pas totalement. On a essayé de dire ou de faire croire qu'elle le protégeait totalement en ôtant l'affaire au juge Moro. Non. Il est toujours poursuivi. Et il sera maintenant poursuivi si c'est maintenu. Je crois qu'il a été maintenu comme Premier ministre. Il a été maintenu, oui. Tout à fait. Ce soir, on l'a appris. Hein. C'est le jugement qui a été poursuivi par une instance supérieure, qui est le tribunal, je ne sais plus comment ça s'appelle, suprême. Donc il n'échappe pas à la justice. Il n'échappe pas, mais peut-être on peut considérer que
d'une certaine manière, elle sera un peu plus calme, cette justice, et elle ne cherchera pas à polariser seulement sur un personnage, parce que là, vraiment, il y a eu quand même des choses qui ont été faites par le juge Moreau, qui sont, je crois, du domaine du scandale et du parti pris systématique, donnant des armes absolument en or au PSDB. Je voudrais dire une chose, je suis absolument contre la corruption. Il y a des choses qui sont fantastiques qui se passent aujourd'hui en Amérique latine. Il y a un soulèvement contre la corruption, que ce soit au Mexique, que ce soit au Guatemala. On a mis un président en prison. Ça, c'est très bien. Mais si on lutte contre la corruption, il ne faut pas chercher à l'instrumentaliser sur un ancien président de la République, parce que cela veut dire une chose qui est simple. Pierre Salama, je vous reprends quand même. C'est pas uniquement sur un ancien président. Il y a aussi, la dernière fois, un chef d'entreprise, il y a quelques jours, un des plus gros chefs d'entreprise, un milliardaire qui a écopé de 20 ans de prison quand même. 19 ans, pardonnez-moi, 19 ans quand même de prison. Il n'y a pas que Lula qui est quand même dans le viseur de la justice. Aujourd'hui, c'est tout un système. C'est le monde économique, c'est le monde politique. Vous avez tout à fait raison. Et d'autant plus que cette affaire du Bouygues local, si je puis dire, parce qu'il est aussi important que Bouygues, si on peut dire, ça touche à peu près tout le personnel politique. Tout le personnel. Et je pense qu'aujourd'hui serait sain que de dire qui est corrompu avec cette affaire du lavage à taux, et pas seulement le Parti des travailleurs comme ça a été fait. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi on utilise le terme coup d'État médiatico-juridique, c'est parce qu'il semblerait, je le crois de plus en plus, qu'on va y effacer toute une période, qui est la période de Lula et de Dilma, surtout celle de Lula, de défense des pauvres. Et ça, je crois que c'est une ligne politique contre une ligne politique. Et ça, je pense que c'est cela le grand problème aujourd'hui. Alors justement, André Neto, c'est un pays de plus en plus polarisé aujourd'hui, le Brésil. C'est deux camps qui s'affrontent, si je puis dire. Il y a les pros et les anti-Lula. Vous êtes dans quel camp, entre guillemets? Est-ce que vous avez toujours finalement cette image de Lula, de héros, de cet homme, de cet ouvrier métallurgiste qui a sorti 40 millions de pauvres de l'extrême pauvreté? C'est cette image-là que vous avez aujourd'hui encore de lui, ou vous en êtes revenu? En fait, c'est tout à fait pertinent cette question. Il y a deux pôles distincts au Brésil, et je suis fier de dire que j'appartiens à aucun de ces pôles. Et c'est très difficile d'expliquer ça au Brésil, dans un pays qui est extrêmement polarisé à ce moment et qui gère le sujet avec une passion politique qui est au moins dangereuse, je dirais. Même l'affaire qui concerne Lula et qui concentre la passion des Brésiliens, je dirais, il faut vider cette passion, il faut gérer ça d'une façon beaucoup plus rationnelle pour arriver à ce que Lula a fait ou pas alors qu'il était au pouvoir et après. Mais c'est cette passion-là qui met en péril l'enquête qui est en cours dans la justice brésilienne et à la fois les systèmes politiques brésiliens tout entier. Il y a un cœur de personnalités politiques qui ne sont pas touchés pour cette affaire. Je suis content que ce soit le cas, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Donc, il faut garder un peu l'esprit. Ouais, parce que vous, votre sentiment, c'est que quand même tout le monde est éclaboussé. Il n'y en a personne ne sort indemne finalement de ces scandales. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il y a quand même une personnalité politique qui est non négligeable, que c'est l'ancienne ministre de l'Environnement, Marina Silva, qui était la troisième force politique lors de l'élection de 2014. Elle n'est pas touchée pour l'instant. On va voir ce que ça donne, mais elle était vraiment liée à Lula historiquement. Elle appartenait au Parti des travailleurs. Elle a quitté le gouvernement au milieu du deuxième mandat, je pense, de Lula. Et aujourd'hui, elle est vraiment une force politique, peut-être la troisième force et la seule qui n'est pas touchée pour l'instant. Pour l'instant, intègre. Pierre Salama, est-ce qu'il y a un risque, certains en tout cas l'avance, de guerre civile au Brésil, où vous trouvez que c'est allé trop loin? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à cette crise politique s'ajoute une crise économique. Aujourd'hui, le Brésil a un taux d'inflation très élevé. C'est un pays qui est également en récession. C'est un pays qui souffre économiquement. Oui, cela signifie très concrètement que les acquis de la période Lula risquent d'être balayés par cette crise. Je veux dire, à l'heure actuelle, la pauvreté augmente, les inégalités sociales augmentent, la crise est extrêmement profonde et les 40% ou 50% de la population qui ont les revenus les plus bas, je crois, sont ceux qui souffrent le plus. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils appuient Dilma Rousseff aujourd'hui, tout simplement parce que Dilma Rousseff a mené aussi une politique qui a conduit à cet accroissement de la pauvreté. Ça peut paraître bizarre, mais la politique économique qu'elle a mise en place n'était celle plus ou moins de son adversaire politique, Aécio, et non pas celle qu'elle préconisait quand elle a demandé à être élue. Donc on est dans une situation qui est un petit peu compliquée parce qu'il y a une perte de crédibilité de la part de Dilma Rousseff, et c'est aussi la raison pour laquelle elle appelle Lula au secours, si je puis dire, et la nécessité de mener une politique économique qui ne fasse pas souffrir autant
que cela s'est fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, les pauvres. Donc on est dans une situation un peu difficile. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une guerre civile. Ça, non, mais un risque, pas aujourd'hui. Mais par exemple, jeudi, les partisans de Dilma Rousseff ont appelé à manifester pour soutenir la présidente du Brésil. Oui. Ensuite, il y a des contre-manifestations. On voit quand même un climat de violence qui commence un peu à monter. Est-ce que ce risque n'existe pas? Oui, c'est-à-dire que ce que l'on peut observer surtout, c'est qu'il n'y a pas tellement de débat. Il y a plutôt des injures qui sont données d'un côté et de l'autre. Et ça, c'est vraiment très dommage. Le débat n'atteint pas des grands niveaux. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qui serait plus important, c'est pas de savoir si on est pour Lula, Dilma d'un côté ou pour Temer de l'autre, mais de défendre, chercher à défendre et trouver les moyens pour défendre les revenus des plus pauvres à l'heure actuelle. Parce que la situation est véritablement catastrophique. Donc, il y a aujourd'hui des luttes économiques à mener et derrière cela, refuser l'instrumentalisation qu'en fait le parti de l'opposition pour revenir au pouvoir et appliquer une politique certainement beaucoup plus dure et je ne crois pas tellement plus cohérente que celle qu'a fait Dilma jusqu'au jour d'aujourd'hui. André Nateau, les scénarios les plus nord, certains parlent de ce risque justement de guerre civile et pourquoi pas d'un coup d'État militaire. Est-ce qu'on peut... non, vous n'y croyez pas, ça c'est surréaliste, c'est fictif. C'est fictif. D'abord, je ne trouve pas qu'on n'ait pas... On n'est pas dans la situation de 1964 où c'est complètement différent. La position de l'armée est d'une neutralité assez remarquable. D'ailleurs, on ne parle pas en intervention militaire au Brésil. C'est qu'on parle éventuellement quelques-uns, et notamment le supporter de Dilma Rousseff et de Lula, c'est un coup juridique ou sinon un coup institutionnel, un coup médiatico-juridique. Franchement, c'est un thème de grosse polémique. J'avais des doutes énormes par rapport à ça. J'avais des réserves quand le ministre du Suprême Tribunal, Ricardo Lewandowski, a évoqué l'expression coup d'État institutionnel en novembre 2015. Aujourd'hui, je pense que ça fait un peu plus de sens et que si jamais Dilma Rousseff est démunie de son pouvoir, doit quitter le palais du Planalto, et alors que Eduardo Cunha reste au pouvoir dans la Chambre des députés, ça serait vraiment difficile à expliquer pour l'opinion publique que l'homme qui est persécuté par la justice pour une affaire de corruption reste au pouvoir, alors que Dilma Rousseff, qui est persécutée par une affaire de mauvaise gestion du budget, soit obligé de quitter. Ça serait vraiment du deux poids, deux mesures. Exactement, c'est ça qui est difficile à expliquer pour une certaine partie de l'opinion publique brésilienne. Mais il faut dire que la théorie de l'impeachment, c'est-à-dire de la déposition de Dilma Rousseff, a le support de 70%, 68% de la population brésilienne. Donc donc elle n'est pas très populaire quand même comme présidente. 70% mais le raisonnement n'est pas là. L'opinion publique ne raisonne pas d'une façon nette par rapport à ça. C'est plus de la passion que du raisonnement politique tout simple. Si on veut regarder le verre à moitié plein, on peut se dire, Pierre Salama, que c'est peut-être l'occasion d'un grand ménage, parce que finalement la corruption, c'est quand même le fléau aujourd'hui qui ronge le Brésil. On peut voir aussi les choses comme ça? Oui, je voudrais dire juste un mot peut-être sur la corruption. Il y a deux façons de l'entendre, la corruption. L'enrichissement personnel, évidemment, et puis le fonctionnement politique. Or, il se trouve que le fonctionnement de la politique au Brésil implique la corruption, ce qui veut dire en termes clairs qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup moins de partis politiques, beaucoup moins de coalitions qu'on doit payer avec de l'argent, et qu'il y ait un certain nombre de partis politiques, que 3, 4, 5, pas plus, pour gérer ce pays. Ça implique une réforme de fond, une réforme constitutionnelle. C'est, je crois, une des voies de sortie de la crise actuelle. Je dirais que c'est plus que ça, c'est une nouvelle république que le Brésil a besoin. On a eu en 98, juste après la dictature militaire, une nouvelle république. Il est temps de refonder la République brésilienne en passant par cette réforme du système politique qui est urgente. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce face-à-face sur le Brésil. Vous restez avec moi et on accueille tout de suite Karim Yayaoui, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi. Bonsoir. Merci Karim. Salut. Bonsoir Karim, et on va continuer à parler de Dilma Rousseff qui est en fâcheuse posture, c'est moins qu'on puisse dire, pour les médias brésiliens, et c'est pas une surprise. Alors on commence avec ce média brésilien Zero Hora qui parle d'un coup d'échec et mat réalisé par le parti centriste. C'est la stratégie du parti et de son président
que de tenter de parvenir à la présidence sans se soumettre à l'exercice éreintant d'une élection. Selon le quotidien, ça fait déjà un petit moment que le patron du Parti centriste y pense. Il s'y préparait déjà quelques mois après le début du second mandat de Dilma Rousseff, alors que la rue grondait déjà. Il lui a envoyé une lettre, nous rappelle ce journal, en décembre, pour regretter que son poste ne soit qu'un poste décoratif, une façon de prendre ses distances avec Dilma Rousseff et éventuellement préparer ce coup d'échec et mat. En tout cas, c'est ainsi qu'il est présenté dans ce journal. Au Globo, lui aussi, s'arrête un instant sur cette actualité et explique que pour les politiques, c'est clair, Dilma Rousseff a atteint sa date de péremption comme un produit alimentaire. Ce n'est pas très sympa pour Dilma Rousseff, mais en tout cas, c'est en substance ce qu'on écrit dans cet édito. On évoque dans les médias français les efforts de Lula en mission séduction pour tenter de défendre Dilma Rousseff. Mais la chose est particulièrement compliquée. Il suffit de jeter un petit coup d'œil à cet article publié sur le site du JDD où un certain nombre de Brésiliens expliquent qu'ils sont au bord de la guerre civile. Rien que ça. Cet article est intéressant parce qu'il est allé voir du côté d'un fief de Lula en essayant de prendre la température auprès de ceux qui avaient voté pour lui et par la suite voté pour Dilma Rousseff. Alors il y a ceux qui s'accrochent à cet espoir peut-être de voir Lula revenir en 2018. C'est le cas de cette femme qu'on découvre à l'écran qui s'appelle Sandra Regina Molinari, qui est chômeuse, qui évidemment se dit particulièrement affectée par toutes ces affaires de corruption, mais qui veut croire que l'avenir est possible avec Lula et avec le parti qui l'a emmené jusqu'au pouvoir. Tout autre point de vue, celui de Rodrigo, qui est ouvrier chez Volkswagen, dans une usine où Lula lui-même a travaillé. Lui est totalement déçu du parti, en expliquant qu'aujourd'hui, ce parti ressemble à tous les autres et qu'il n'a pas forcément d'espoir. Alors, on parle beaucoup de division politique au Brésil. Il y a quelque temps, il y a une image qui a largement été partagée sur les réseaux sociaux. Un certain nombre de tweetos brésiliens en avaient fait un symbole d'un couple blanc et riche avec la femme qui travaille pour eux en train de pousser une poussette, et elle a été retweetée partout. Elle peut sembler totalement anodine, cette image, mais pour beaucoup de Brésiliens, elle est la preuve de la persistance des divisions sociales et des fossés qui peuvent exister entre certains Brésiliens. Et évidemment, c'est un des éléments qui joue contre la présidente. Pour un certain nombre de Brésiliens, elle n'a pas réussi à réduire ces fossés entre les populations qui vivent dans le pays. On évoque maintenant les critiques de Barack Obama contre la campagne médiatique de Donald Trump. Alors, c'est des critiques à demi-mot, mais tout de même assez claires. Barack Obama nous explique que le New York Times s'est emporté contre des journalistes. Il critique la couverture de la campagne, et notamment la couverture de la campagne du côté des Républicains. Il évoque une ambiance de cirque qui, selon lui, finalement, montre que les médias n'ont pas tenu les promesses qu'ils avaient pu exprimer en tout cas en ce qui concerne cette campagne. Barack Obama, on en parle ici sur ce site internet, celui de Politico. Finalement, Barack Obama nous explique que ce site internet accuse les médias d'avoir rendu Trump possible. Il cite notamment Barack Obama qui fustige les journalistes en expliquant le travail d'un reporter politique, c'est faire un peu plus que de tendre le micro à quelqu'un. Et depuis quelques jours, on a même vu un certain nombre de médias américains, c'est ce qu'explique le site Arrêt sur Image, notamment le New York Times ou encore CNN, faire leur mea culpa. Il y a notamment un édito qui a largement été repris et largement été commenté, celui de Nicolas Christophe qui dit « J'en ai parlé avec un certain nombre de journalistes, avec un certain nombre d'intellectuels, et tous ou presque admettent qu'on a peut-être merdé en ce qui concerne Donald Trump ». C'est les mots qu'il utilise. Alors ce qui est intéressant, c'est que sur ce même journal, on trouve un tout autre point de vue, une réponse à Barack Obama, un autre texte publié cette fois-ci par Eugene Robinson qui explique non, les médias n'ont pas créé Donald Trump, et dire que les médias ont créé Trump, finalement, c'est nier l'existence de ces très nombreux électeurs qui semblent vouloir donner leur confiance à Donald Trump.
La une de Charlie Hebdo qui paraît demain et qui suscite déjà la polémique. Alors on en parle sur le site du Soir de Belgique, notamment une polémique partagée et commentée sur les réseaux sociaux. On la découvre ensemble avec ce chanteur célèbre en Belgique et un de ses titres, Papa Outé. Papa est en morceaux, peut-on résumer sur cette une de Charlie Hebdo. Eh bien, un certain nombre d'internautes ont ri, comme notre invité. Excellente une de Charlie Hebdo, écrit Ariane sur son compte Twitter. Évidemment, il y a ceux qui ont trouvé ça plutôt choquant, comme Zélie qui dit « La liberté d'expression n'est pas forcément vulgaire et irrespectueuse ». En tout cas, c'est ainsi qu'elle l'a perçue. Et puis la réponse d'un dessinateur, Bidu, « Être choqué de voir de l'humour noir dans Charlie Hebdo, c'est comme être choqué de voir les gens à poil dans le Kama Sutra ». Et pour clore ce chapitre, il y a ceux qui ont pris ça avec humour. Je suis choqué de la une de Charlie Hebdo, écrit Aurore. En vrai, Stromae n'est pas si blanc et les nœuds papes, c'est plutôt pour dire ou pas. Merci beaucoup, merci Karim Yeaoui, merci beaucoup André Neto, merci beaucoup Pierre Salama d'être venu sur le plateau de France 24. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, tout de suite le journal. Je vous retrouve demain à partir de 18h, heure de Paris. Bonsoir Karim, à demain. Bonsoir.